En fait, à l'époque, c'est autour des hypermarchés que va se développer le commerce de périphérie, dès 1961. La croissance démographique, la croissance spatiale d'après-guerre dans les périphéries urbaines ne s'est pas accompagnée d'une adaptation de l'offre commerciale sur place qui était pourtant nécessaire pour la qualité de vie en fait de ses habitants. Alors à l'époque, il faut comprendre que le maillage commercial il est plus dense dans la ruralité, avec les petites épiceries, vous savez, que dans les périphéries. On est au début des années 60 quand même. Donc face à l'incapacité du petit commerce familial d'aller s'implanter en périphérie, bah, les banlieusards, ils n'ont pas beaucoup d'options. Alors ils vont se ravitailler dans le commerce de centre-ville ou alors dans une distribution complémentaire qui est quand même old school, c'est-à-dire les tournées, du laitier, du boulanger, les halles aux épices, les halles aux fruits et les marchés forains qui à l'époque persistent, perdurent. C'est à ce moment-là, en août 1961, qu'une circulaire, la circulaire Sudreau-Fontanet, va ouvrir la voie à une politique d'aménagement urbain qui conçoit à l'époque l'équipement commercial comme un instrument de structuration, de restructuration des banlieues et aussi de polarisation de toutes les cités à créer et les fameuses villes nouvelles. Elles vont être créées autour de cet urbanisme commercial qui provient directement des nouveaux comportements d'achat des Français, des consommateurs. Ces comportements nouveaux, c'est simplement le fruit de la généralisation de la voiture, de la bagnole, et l'augmentation colossale du pouvoir d'achat d'une espèce de classe moyenne, d'ascenseur social, en pleine Trente Glorieuses. Il faut comprendre que pendant une quinzaine d'années, les grandes surfaces et les centres commerciaux ont poussé comme des champignons dans des territoires qui étaient avides de consommation parce qu'ils étaient jusque-là complètement sous-équipés commercialement. C'était la diagonale du vide, quoi. Et entre 66 et 80, ces fameuses 15 années, 15 millions de mètres carrés de surface de vente ont été créés dans des espaces périurbains, alors que l'ensemble du commerce français qui préexistait était évalué à 30 millions de mètres carrés. C'est colossal. L'expansion des hypermarchés, elle est considérable. En 72, sur une seule année, il y a 72 ouvertures d'hypermarchés en France. Ça donne évidemment aux petits commerçants et aux travailleurs indépendants l'impression d'être un peu les laissés pour compte des 30 glorieuses, ceux qui restent sur le quai de la gare. Et politiquement, il y a des gens qui veulent profiter de cette colère, de cette haine, de cette rage, notamment la Confédération intersyndicale de défense et d'union nationale des travailleurs indépendants, le CIDUNATI. Il se crée en 70 pour officiellement lutter contre l'expansion des grandes surfaces. C'est un syndicat ultra violent, avec des anciens de l'OS, l'Algérie française, etc. Et ils font craindre à l'époque au pouvoir politique la résurgence du poujadisme. C'est face à cette pression que Jean Royer, qui est ministre du Commerce et de l'Artisanat, va apaiser en 73, on est sous Pompidou, le CIDUNATI en réglementant l'ouverture des grandes surfaces de plus de 1000 mètres carrés. À l'époque, Édouard Leclerc va dénoncer les effets inflationnistes de cette loi et va encourager tous les adhérents Leclerc qui ont des magasins à aller agrandir leurs magasins sans autorisation et en allant user du coup de poing parce qu'il y a des affrontements physiques avec le CIDUNATI sur les lieux de chantier de ces magasins. Le sang coule et c'est cette guerre de la grande distribution avec aussi des relents, vous savez, de la guerre, la vraie, celle de 39-45. Par exemple, il y a des dénonciations anonymes qui alertent la presse que Leclerc, le séminariste, avait dénoncé pendant la guerre un jeune voisin, un résistant, un camarade de classe, qui a été assassiné pendant l'occupation. À ce moment-là, la rancœur explose, la situation dégénère, et elle dure d'ailleurs toujours, cette rancœur, aujourd'hui. Toujours est-il que Royer accorde en contrepartie dans sa loi une nouvelle puissance d'achat à la grande distribution face aux industriels, en leur permettant de créer des gigantesques centrales d'achat, contrepartie de ne pas pouvoir ouvrir des hypermarchés. Et la première centrale d'achat française, elle a été créée en 1930 déjà par Doc de France. Et finalement, c'est cette stratégie d'alliance à l'achat qui permettra 30 ans après la loi Royer, dans les années 2000, des concentrations entre grands acteurs lorsque la grande distribution va décliner. Elle va avoir son modèle attaqué, notamment par Internet. Et on l'a vu d'ailleurs, elle est au centre des négociations, la centrale d'achat, autour de la reprise du groupe Casino en 2023. Juste après d'ailleurs la loi Royer, celle de 73, le CIDUNATI avait carrément encouragé le ministre du Commerce à se présenter en indépendant à l'élection présidentielle prématurée de 1974, juste après la mort
du président Georges Pompidou et il avait récolté 3,17% des voix. Seulement, c'est la situation internationale maintenant qui va marquer au fer rouge le commerce français. D'abord, c'est la fin de la stabilité monétaire. Parce qu'en 1971, l'Allemagne refuse de payer l'inflation américaine en sortant des accords de Bretton Woods et les États-Unis vont abandonner la convertibilité du dollar en heures et en 1976, pousser tout le système monétaire international à adopter le régime de change flottant dans ce qu'on a appelé les accords de la Jamaïque. Et puis ensuite, c'est la guerre du Kippour qui va faire quadrupler le prix du pétrole entre octobre 73 et janvier 74. En un trimestre, le monde change avec ce premier crack pétrolier qui met fin à la période dorée finalement de la reconstruction et qui va créer un gigantesque choc de demande. Parce qu'il faut bien comprendre que le pétrole est consommé dans toutes les productions industrielles. Donc les coûts de production augmentent, les prix augmentent, le pouvoir d'achat, la consommation et les profits baissent. Et c'est l'inflation qui redevient finalement, comme avant la guerre, et comme avant toutes les guerres d'ailleurs, la priorité des citoyens, mais la priorité des politiques, la priorité des gouvernements. Et à ce moment-là, la grande distribution a dans ses mains un pouvoir, mais aussi une mission, celle de baisser ses prix. Pour ça, elle doit aussi protéger ses marges pour survivre. Et pour baisser ses prix, elle a décidé de concentrer ses achats et aussi ses coûts de communication, en développant encore plus les fameuses marques de distributeurs, celles où vous faites plus de marge parce que vous récupérez celles des industriels. C'est Carrefour qui lance en 1976 une cinquantaine de produits libres. C'était ça le concept autour d'une campagne créée par Jacques Séguéla à l'époque chez RSCG. C'est tout simplement des produits de consommation courante mais à des prix cassés. Et tous les concurrents vont s'aligner, bon tous évidemment sauf Leclerc, qui lui pour protéger ses marges va changer son fusil d'épaule et défendre les grandes marques alors que pendant 3 décennies il venait de les combattre frontalement. En 1979, c'est la révolution iranienne qui va faire baisser la production de pétrole et qui va laisser de nouveau le prix flamber. Les États-Unis inaugurent à ce moment-là une série de tours de vis monétaires qui font assez rapidement baisser les prix, mais au coût d'une explosion du chômage. Il faut comprendre que le prix du baril avait encore triplé entre septembre 1978 et mai 1979. Ce second krach pétrolier a plongé la première économie mondiale dans une récession gigantesque. Et le président Jimmy Carter à l'époque nomme Paul Volcker à la tête de la Fed pour une mission très simple, terrasser l'inflation. Il a tous les moyens. Et de 1979 à 87, ce faucon américain va administrer à son économie et donc au monde par effet domino un remède de cheval. Les taux d'intérêt vont atteindre 20% en 1980, à un moment où l'inflation atteint 14,8%. Volcker assume complètement de détruire des millions d'emplois et il va même jusqu'à tenir tête aux fermiers américains qui, étouffés sous le poids de leurs dettes, viennent manifester devant son bureau à Washington. C'est la bascule néolibérale de l'économie, celle que Thatcher et Reagan, qui arrivent au pouvoir en 79 et en 80, vont incarner durablement. En 80, justement, les socialistes vont prendre le pouvoir en France, mais adopter la même doctrine économique que les Britanniques et que les Américains, en prenant le tournant de la rigueur en 83. Et après la crise du Covid, on a vu que les remèdes des banques centrales n'avaient pas énormément évolué en 45 ans. En tout cas, c'est lors de cette crise que la génération d'entrepreneurs qui a réussi à faire sauter le goulot d'étranglement entre la production rationalisée et les nouveaux besoins de consommation des Français, cette génération qui a fait fortune en quadrillant la France, et notamment la France périphérique, de tas de grandes surfaces, d'hypermarchés, de supermarchés, eh bien cette génération a décidé de passer à cette grande phase de concentration qui va accoucher d'empires commerciaux. Parce que pour gérer cette croissance exponentielle, celle qui a permis à la France de rattraper très rapidement en fait son retard dans la grande distribution et dans l'économie, et cette croissance qui a permis aux Français d'accéder assez rapidement aussi à la consommation de masse, eh bien les hypermarchés ont développé dans les années 80 une certaine vision d'un management décentralisé qui laisse beaucoup de pouvoir aux directeurs de magasins et qui en fait les éloigne du développement et de l'innovation dans leurs magasins en France. C'est là que s'amorce un assez lent mais complet déclin parce que dans les années 90, les grands groupes, les mastodontes qui ont été créés par concentration, vont investir tous les profits qu'ils réalisent en France dans un développement international effréné plutôt que de continuer de se battre sur le facteur prix ou sur l'innovation. En 99,
les groupes français détenaient 647 hypermarchés et 3450 supermarchés à l'étranger. Seulement, dans le même temps, les Français commençaient à se tourner massivement vers le hard discount, c'était Leader Price, Lidl, et les magasins spécialisés, qui eux s'étaient développés autour des hypermarchés dans ces fameux centres commerciaux. Aldi s'est ouvert en France au non alimentaire et a ouvert en 88 le premier magasin hard discount de France. C'était à Croix, vraiment dans le fief des Mulliers, la famille propriétaire de Auchan dans le Nord. Son magasin proposait 617 références. Et les centres commerciaux, dans les années 70, vont se multiplier, une vingtaine d'années après leur expansion aux États-Unis. En France, on connaît l'implantation d'IKEA en 80, celle de Zara en 90 et de H&M en 98. C'est des succès colossaux. Entre 89 et 2002, l'allemand Lidl va ouvrir 1000 supermarchés en France. Et le bazar Jiffy va multiplier son parc de magasins par 8 entre 93 et 2013. En 2011 d'ailleurs, Jiffy va inaugurer un nouveau concept emblématique d'un virage, ce qu'ils appellent le soft discount. Et à ce moment-là, Lidl va faire à peu près la même chose en 2012, en passant du hard discount à un supermarché de proximité. 10 ans plus tard, c'est cet espace laissé au hard discount, laissé à un acteur, en l'occurrence, qui s'appelle Action, qui va aller ramasser, grappiller cette place vacante pour réussir, en moins de 10 ans, avec le soutien du fonds d'investissement britannique 3i, le plus rapide développement commercial de l'histoire de la France, avec plus de 700 ouvertures de magasins en seulement 10 ans, qui vont lui permettre de devenir l'enseigne préférée des Français en 2023, en détrônant des institutions comme Leroy Merlin, comme Decathlon, et sans faire aucune publicité. En fait, c'est à une véritable lidélisation de la société que nous assistons, avec d'un côté une inflation alimentaire qui s'est conjuguée à celle de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine. D'ailleurs, il y a une excellente étude qui détaille un peu comment les politiques veulent aller capter la désirabilité des marques hard discount. C'est un think tank qui s'appelle Destin commun et qui a fait une étude sur la terre du milieu, c'est-à-dire le bloc central de l'électorat français, celui des stabilisateurs et des libéraux optimistes. Et dans cette étude de juin 2023, il montre qu'en fait ce bloc central est en train de basculer du soutien à Emmanuel Macron à l'adhésion ou l'intérêt pour le programme de Marine Le Pen. Parce qu'ils sont passés, ces électeurs assez modérés, d'une forme de répulsion à l'égard de la fille de Le Pen à une forme d'acceptation qui pour certains est teintée d'une curiosité. Exactement comme Lidl qui a réussi à se repositionner en quelques années, à passer d'un symbole, le symbole même du déclassement social, d'une forme de pauvreté, à une certaine hype, d'abord en lissant ses rayons pour plaire aux consommateurs urbains, pour aller dans leur sens, en mettant du bio, en mettant du frais, en créant des collections capsules, des collections événements, comme ces fameuses baskets, vous savez, qui sont revendues 20, 30, 40, 50 fois leur prix magasin en deuxième main le jour même sur des sites de revente. Et finalement, la différence de prix aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, ne justifie plus le déplacement dans un hypermarché. Donc, les parts de marché des hypermarchés se sont stabilisées dès 1995, bien avant l'essor du e-commerce, pour aujourd'hui décliner finalement assez rapidement. Les jeunes, ils privilégient la proximité, avec notamment le succès de concepts comme Grand Frais, qui réalisent 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 300 magasins, des magasins qui s'inspirent des halles, les halles à l'ancienne, où vous pouvez avoir des produits locaux de qualité. Les jeunes, ils vont aussi sur le digital, avec des concepts radicaux, qui ont connu une croissance exponentielle. Par exemple, Amazon, après 20 ans de présence en France, est aujourd'hui le leader incontesté du e-commerce français, avec plus de 20% de part de marché. Ils sont très 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 loin devant le français Cdiscount, qui lui fait 8% à peu près de part de marché, ou devant Vente Privée, qui en fait 3%. C'est des entreprises françaises, des pionniers de l'Internet qui ont été créés en 1998 et en 2001. Et la grande distribution, elle a dû faire un choix. Son choix, ça n'a pas été d'améliorer la qualité de son offre, ça a été d'investir dans les centres-villes. Casino a racheté Franprix, une partie de Franprix en tout cas en 1997. Carrefour a racheté les enseignes Champion, Shopee, Dia, 8 et Marché Plus pour créer Carrefour City en 2009. Et Auchan a ouvert en 2011 son enseigne Adopa. Mais ça ne les a pas empêchés de perdre peu à peu un public qui était fidèle, celui de la classe moyenne, qui a été frappé par plusieurs fractures. Une fracture territoriale, évidemment, une fracture
sociale et aussi toutes les incertitudes, une espèce de fracture mentale, si vous voulez, ou politique, avec les incertitudes que la crise fait peser. Aujourd'hui, on voit que le reste, la disponibilité, si vous voulez, la liquidité disponible par les ménages français est ridicule. Et cette crise de pouvoir d'achat, qui a été initiée encore en 2022, va accélérer ce phénomène, va le rendre probablement irréversible, va aller vers la divergence de la distribution française. Parce que il faut avoir en tête que la population française va probablement être à terme la première d'Europe. On devrait, selon toute vraisemblance, dépasser la population allemande en 2055, avec 71 millions d'habitants, notamment grâce à notre politique familiale qui favorise un bon taux de fécondité, un taux de fécondité qui a plus de 2 enfants par femme. Et c'est cette démographie qui va transformer l'appareil commercial, qui va transformer les habitudes de consommation dans les 30 prochaines années. C'est certain. Aussi, évidemment, la conscience du péril écologique, notamment du fait de l'industrie, du fait de notre consommation. Mais nul ne sait aujourd'hui si ce sera dans le sens d'un éclatement ou dans le sens d'une convergence. Nul ne sait si on va vers une nouvelle vague de concentration où les pure players rachèteront des acteurs physiques pour fusionner, pour constituer des géants, ou s'il y aura une forme de résistance culturelle, d'exception française dans la distribution, dans le commerce.